Marquons-nous un bottom sur Bitcoin, c'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà pourquoi je pense qu'on pourrait être pas loin d'un bottom sur Bitcoin, je vais vous présenter ça. Donc d'abord on voit qu'en weekly, on a ce pattern de hausse, ce pattern de baisse, ce pattern de hausse, ce pattern de baisse. Là on voit qu'on est quasiment à la moyenne 200. Donc voilà, on voit qu'on flirte à chaque fois pendant les bottoms sur les 200 MA. Donc la moyenne 200 jours en weekly. Donc là on est plus sur la moyenne 200 bougies du coup, donc 200 semaines. On voit qu'ici on l'avait touché une fois, deux fois. On était reparti en tendance haussière. On voit qu'ici on l'a retouché une autre fois. Voilà, faut savoir que ça fait 9 ans que je suis en crypto, donc moi je suis rentré vers ici. Donc j'en ai vu des cycles et c'est vrai que ça commence à faire long. Et là on voit qu'on retouche cette zone, donc potentiellement déjà on est sur un bottom. On est à moins 52% depuis l'ATH du 6 octobre 2025 et en général le plus bas niveau est atteint 21 mois après le pic. Voilà, on va voir aussi qu'au niveau du RSI, c'est très intéressant. A priori, il y aurait des ordres d'achat à chaque test sur les plus bas. Donc voilà, on voit que le niveau est bien soutenu. On a tenté une première percée, deuxième percée, troisième percée, et là on rejette. On est aussi sur une divergence RSI. On voit que là, on avait une divergence RSI aussi, où les cours faisaient des plus bas, alors que le RSI faisait des plus hauts. Et là, on est sur la même chose. Là, le cours fait des plus bas, mais le RSI fait des plus hauts. Ça, c'est très intéressant aussi. Et ça montre en général des patterns de retournement, surtout sur des time frames aussi grosses qui en général ont plus de force et sont plus fondamentalement vrais. Donc voilà, non seulement on a un pattern qui se répète ici et ici, donc potentiellement on aurait un rebond ici, une accumulation, voilà, jusque vers décembre 2027, et ensuite on repartirait. C'est à peu près de toute façon ce que je vous répète dans chaque vidéo fondamentale, et c'est ce que je pense. A priori aussi, on n'aurait aucun catalyseur court terme en vue. Donc il y a une sortie de 4,5 milliards sur les ETF en juin. En revanche, on va voir qu'ici, il commence à y avoir des flots positifs par rapport à tous les flots négatifs qu'il y a eu. En général, c'est pareil, ça marque les points bas quand il y a autant de sorties, puis de la force qui revient. A priori aussi, ce niveau de RSI indiquerait une force, puisque à chaque repli vers les 60 000, on a des rebonds et on a une divergence haussière. Donc voilà, également, l'argument macro, le cycle des 4 ans pointe vers octobre-décembre 2026. Donc il y aurait eu potentiellement du coup 3 faux passages sous un plancher. Potentiellement, on attendrait peut-être encore un dernier. Et voilà, à chaque fois, on rebondit de plus en plus bas, mais de plus en plus haut par rapport au précédent plus bas. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à 3200. Enfin, l'avant-dernière fois, on s'était arrêté à 3200. La dernière fois, on s'est arrêté à 15 500. Donc là, éventuellement, 40 000, 45 000, ça me semblerait pas mal. Mais peut-être que justement, tout le monde attend ce niveau. Donc on va plutôt rester vers les zones où on est là. Donc voilà, une entrée vers 55 000, éventuellement, même vers ici, en fait, ce serait très bien a priori. Puisqu'on voit qu'à chaque fois, dans tous les cas, le bottom n'a jamais l'air d'être un bon moment pour acheter. C'est pour ça que là, peu de gens finalement sont en train d'acheter, peu de retail sont en train de se dire que c'est le bon moment d'acheter. En général, c'est en revanche quand le plancher se forme, quand il y a plus de vendeurs, pas quand il y a plein d'acheteurs. Quand il n'y a aucune bonne nouvelle à l'horizon, c'est justement le moment d'acheter. On voit d'ailleurs qu'au niveau de la capitalisation, au niveau du sentiment de marché, on est quand même sur des plus bas quasiment historiques depuis 25 avril 2022. Donc voilà, on voit que à peu près vers le 25 mai, le 25 juin 2022, on était quasiment vers les plus bas. Et sur le Fear and Greed Index, on est à peu près à ces niveaux-là. On voit que sur un an aussi, on marque des plus bas ici sur le sentiment de marché des particuliers, et on voit ici qu'on rebondit quasiment au même niveau, et finalement qu'on est dans une sorte de tendance haussière par rapport à ce sentiment de marché, et je pense qu'on peut d'ailleurs tout analyser au niveau des graphiques, même les graphiques de sentiment. Donc tout ça sent assez bon. Également, voilà, on peut se dire que vu qu'il y a eu 4,5 milliards de sorties sur les ETF, c'est un signal contrariant vu que le retail capitule. Il y a beaucoup de gens qui avaient acheté les ETF qui sont en train de vendre. D'ailleurs, MicroStrategy a aussi vendu des bitcoins, mais il faut savoir que ça faisait totalement partie de sa stratégie puisqu'il en a vendu une petite partie pour financer justement ses dividendes et financer les actionnaires. Et donc on va voir aussi les opportunités qui pourraient se présenter à nous liées à l'IA. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'argent déversé dans les IA et qu'après les IPO, donc d'OpenAI, d'Anthropic et de SpaceX, donc SpaceX qui est déjà entré en bourse, il pourrait y avoir une sorte de chute de la bulle IA qui pourrait se déverser dans la crypto, et on pourrait également voir ça comme un double-triple cycle où les flux de capitaux pourraient basculer de vases de liquidité, par exemple IA, vers la crypto, vers le spatial, vers la robotique, sur des cycles comme ça, qui entraîneraient finalement toutes les innovations dans un cercle, puisque en général les innovations fonctionnent par cycle, et si on a des très grosses innovations majeures en même temps, elles pourraient, au lieu de tout attirer du capital et de diluer l'innovation, de diluer la force, cela pourrait se faire des vases communicants, donc ça pourrait aussi accélérer les cycles économiques, et ça pourrait être intéressant.
accélérer les cycles économiques, mais aussi les cycles d'innovation. Donc potentiellement, on est sur une ruée vers l'or sur les marchés financiers dans les 20 prochaines années, avec les innovations, avec la liquidité, et aussi justement avec l'augmentation de la rapidité des cycles économiques et technologiques. Une opportunité qui se présenterait aussi à nous, par rapport à la tokenisation des actifs et justement à ces flux économiques, c'est notamment la décentralisation. Donc la décentralisation qui va permettre une hyper-tokenisation et une hyper-financiarisation de l'économie. Et sur ces narratifs-là, et je vois 2 tokens qui pourraient grandement en profiter, c'est notamment Hyperliquid qui est un échange décentralisé qui permettrait à n'importe qui de pouvoir trader et qui permet à n'importe qui de pouvoir trader donc directement de manière décentralisée sans que n'importe quel broker puisse venir vous casser vos positions, jouer contre vous, même si les positions sont très transparentes. On voit que le token est vraiment une courbe impressionnante. Voilà, ils lancent leur blockchain, il y a des projets qui vont se lancer dessus. Il y a des projets qui se lancent déjà dessus d'ailleurs. Il a 14 milliards de valorisation, donc ce token. Et il faut savoir qu'ils ont un concurrent direct en fait. Lighter est un concurrent absolument direct à ce token, à Hyperliquid. Parce qu'en général, vous savez, par exemple, il y a eu Binance, et ensuite il y a Coinbase aussi. Puis il y a eu des petits échanges comme Kraken, plein de petits échanges de genre. Et en fait, il faut savoir que quand il y a un grand leader, il ne reste jamais tout seul. Il y a forcément des gens qui viennent le concurrencer. Et plus ils viennent le concurrencer tôt, plus ils peuvent prendre des parts de marché. Et Lighter est en très bonne position pour venir concurrencer Hyperliquid. Donc on voit que la capitalisation est que de 500 millions, alors que Hyperliquid est de 14 milliards. Donc on est sur du 30 fois inférieur. Donc c'est vrai qu'on dirait pas comme ça 500 millions, 14 milliards, 30 fois inférieur, mais si, donc il y a peut-être une grosse opportunité d'arbitrage. Peut-être qu'on est à peu près vers là au niveau de Lighter. Donc c'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que le x10 est assez négociable. Notamment, il est listé sur Coinbase. Et il faut savoir que comme il y a des gens qui n'ont pas pu investir dans Hyperliquid, des entreprises, des hedge funds, il y a potentiellement des gens du coup qui vont se reporter sur Lighter et qui vont soutenir Lighter. Notamment Robinhood, qui a été lancé très récemment et qui a investi dans Lighter, qui va soutenir Lighter et qui va probablement intégrer le trading futur sur sa plateforme. Robinhood qui a 250 millions d'utilisateurs et qui est valorisé 100 milliards de dollars. Donc ce n'est pas rien. Donc on peut s'imaginer que déjà ça va faire un flux de revenus assez conséquent. Donc voilà une opportunité token un peu cachée dans cette présentation et cette analyse fondamentale. Donc voilà ce que cette thèse pour annoncer comme prochain narratif crypto. Perpdex Season, donc Hyperliquid vs Lighter, boosté par une Robinhood Chain. Également quelque chose que vous pouvez creuser, c'est l'IA et les données propriétaires. Il faut savoir que Tempus, qui est une société de santé qui possède quasiment les plus grosses bases de données sur la santé du monde, ont explosé sur la bourse traditionnelle puisqu'en fait ils partent du principe, voilà, les gros investisseurs, qu'aujourd'hui les données vont être très précieuses à l'ère de l'IA, vu que l'IA a besoin de données pour être plus performante et notamment pour créer de nouvelles choses, par exemple dans le domaine de la santé, créer de nouvelles protéines, de nouveaux médicaments. Et on pourrait partir de la thèse qu'il pourrait y avoir un nouveau narratif sur les données propriétaires, par exemple de gens qui possèdent des flux institutionnels, des données sur les flux institutionnels, des données sur les flux de capitaux qui se spécialisent là-dedans. Ils possèdent pas vraiment des données, mais ils agrègent beaucoup de données. Leur but, c'est d'être un agrégateur de données, un peu comme Chainlink pour les données extérieures, mais là, ce serait pour les données interblockchain. Ils sont valorisés que 10 millions sur la blockchain base. Et le projet a l'air très sérieux. Voilà, The Hyper Data Network for AI and DataFi. Donc aujourd'hui, ils sont intégrés dans beaucoup de projets. En fait, ce serait un layer de données pour tous les projets blockchain. Donc ils ont processé plus de 500 milliards de transactions, ils ont plus de 21 000 développeurs sur leur plateforme, 240 millions de requêtes par jour, 24 000 projets et 200 blockchains intégrés. Donc c'est vraiment un gros layer. Voilà, The Hyper Data Network. Éventuellement, je vous invite à creuser ça aussi. Donc voilà, on est sur un cycle de 4 ans. Les trésoreries sont sous tension. C'est la première fois qu'il y a une vente massive, notamment du côté de MicroStrategy, et il pourra avoir une rotation post-IPO par rapport à l'IA dans la crypto. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à regarder les autres vidéos éventuellement. Dans la description, je vous en ai mis quelques-unes, puisque je présente pas mal de projets. Notamment, on a fait un x10 quasiment sur les premiers projets de la blockchain Robinhood. Beaucoup de choses à regarder. Si vous aimez l'aspect fondamental, je fais aussi quelques vidéos fondamentales par mois. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.